Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Enfin, les bébés siamois de Mandiana sont à Conakry. Les deux sœurs bénéficient déjà de l'attention de la Fondation Prosmi qui les a envoyées à l'Institut de nutrition de Donka. Agriculture, 60 000 tonnes de matières premières pour la fabrication d'engrais stockées dans les hangars du groupe Togina Agro-Industrie. Ils devront satisfaire les producteurs guinéens en intrants agricoles. Culture, le 8 mars sera aussi fêté par les Amazones de Guinée, le premier orchestre féminin d'Afrique qui compte bien apporter sa touche particulière à la fête. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. On commence par l'arrivée des bébés siamois à Conakry. Nés à Mandiana il y a juste une dizaine de jours, les deux sœurs siamoises sont reliées par les têtes. Depuis l'annonce de leur naissance, elles bénéficient de l'attention de la Fondation Prosmi. Elles reçoivent en ce moment même les premiers soins à l'Institut de nutrition de Donka. Reportage Alceni Listo Camara. La médecine guinéenne face à un autre cas de complications obstétricales. Depuis 2 semaines, les bébés siamois sont nés dans un village de Mandiana. Ils sont arrivés samedi dernier à Conakry grâce à la fondation de la première dame. Nous sommes de simples cultivateurs. On n'a rien. Nous n'avons aucun moyen de séparer ces deux enfants. Aidez-nous. Reçus à l'Institut nutritionnel de la santé de l'enfant de Donka, des dispositions sont prises pour la prise en charge préliminaire des sœurs Koulibaly. Depuis aujourd'hui, nous avons pris des dispositions de réception. On a mobilisé d'abord l'équipe de garde. Nous avions aussi essayé d'organiser la salle de réception parce que c'est 2 enfants collés qui arrivent. Le papa et la maman et 2 accompagnants. Nous avons aménagé une salle conséquemment. Mais aussi un autre problème, comme nous sommes en Afrique, c'est qu'on a pris des dispositions de nourriture. Fidèle à sa vocation d'aide humanitaire, la Fondation Prosmi de la Première Dame fait de cet autre cas sa préoccupation du moment. Lançons un appel à tous nos anciens collaborateurs, tous ceux qui nous ont aidés sur le cas des bébés. Je vais citer notre partenaire étranger, la chaîne de l'espoir, citer aussi l'État guinéen, qui nous a considérablement accompagnés. J'aimerais par la même occasion faire savoir à tout un chacun que ce cas nous semble beaucoup plus délicat, d'où un apport beaucoup plus conséquent. Il y a 2 ans, la Fondation de la Première Dame a reçu à suivre des frères siamois nés à l'hôpital national d'Onka. Beaucoup espèrent que les sœurs Koulibaly bénéficieront des mêmes soins et chances. Campagne de dépistage du cancer du sein à Conakry. Il s'agit de freiner la propagation de la maladie, une tumeur qui représente l'une des principales causes de mortalité maternelle en Guinée. La démarche est soutenue par la Direction générale du port autonome de Conakry. Elle vise à sensibiliser les femmes à se faire examiner régulièrement par des techniques très simples d'autopalpation. Reportage à Diatoubari. Selon les statistiques du ministère de la Santé, le cancer du sein fait plus de 300 décès en Guinée par an. Une tumeur dont la moyenne annuelle est de 600 cas enregistrés. Principaux symptômes, l'apparition d'une bulle à côté des aisselles, mais aussi la chaleur ou la sensation de démangeaison au niveau des seins. Pour déceler très vite la maladie, la technique d'autopalpation est indispensable. Nous sommes là, c'est pour qu'elles apprennent comment faire pour se palper les seins et ensuite aller à l'hôpital dès qu'elles constatent qu'il y a un nodule dans le sein et pourquoi pas réaliser la mammographie si cela est nécessaire. L'autopalpation, c'est ce geste par lequel la femme, une fois par mois, peut elle-même se palper les seins à la recherche des nodules. Je retiens de cette séance vraiment une bonne formation et qui nous a beaucoup édifiés et qui sera très utile à toutes les femmes du port, qui est même élargie dans nos familles parce qu'à partir d'ici, nous pouvons édifier nos sœurs dans les ménages et nos amis. En ce mois de mars, pour aider la gente féminine à effectuer régulièrement des auto-examens, la Direction générale du port autonome de Conakry soutient cette campagne de dépistage du cancer du sein. Quand vous prenez sur 1000 femmes, 600 femmes sont atteintes de cancer du sein et 400 femmes en meurent. Vous voyez que le taux est très très élevé. Nous avons pensé que
quel que soit le pouvoir, quel que soit le poste que vous donnez à une femme, quelles que soient les ressources que vous leur donnez pour développer leurs activités économiques, si la femme n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas être performante. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à lancer à la veille du 8 mars cette activité qui consiste à sensibiliser les femmes. Pour la prévention du cancer du sein, les médecins conseillent de soigner les habitudes alimentaires en privilégiant la consommation des fruits et légumes, sans oublier la pratique régulière des activités sportives. De Conakry, on se rend à Fria, plus précisément dans le district de Fangita, où les guéris d'Ebola sont invités à mieux se réinsérer dans la société. Pour y parvenir, ils viennent d'être dotés de matériel de saponification, un appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Reportage Tcherno Maroufpa. Le district de Fangita, sur les berges du fleuve Concouré. Nous sommes à 35 km de Fria. Cette localité est un ancien foyer de l'épidémie d'Ebola. Avec 3 décès et 6 guéris enregistrés, Fangita porte encore les stigmates de l'épidémie. Pour soutenir les survivants, le PNUD et son partenaire de terrain, l'Alliance pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales apportent ce don en matériel de saponification et une moto tricycle pour écouler les produits agricoles. Du moment où nous avons reçu ces matériels, nous en ferons bon usage dans nos vies associatives. Nous allons nous organiser pour valoriser ces matériels au profit de l'association de Fangita et environnement. Les personnes ciblées n'ont pas la formation sur la saponification, mais elles seront accompagnées techniquement. Il y a déjà les formateurs qui sont ici, qui vont les accompagner techniquement, comment essayer de concevoir sur le développement de toute la filière, de la production à la commercialisation jusqu'à l'écoulement des différents produits. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au relèvement des communautés des survivants d'Ebola. L'idée vise à faciliter la réinsertion sociale de ces personnes regroupées au sein de l'association des survivants d'Ebola de Fangita. La saponification, pourquoi? Parce que ici, Fangita est une localité où il n'y a même pas de point d'eau. Donc les questions d'hygiène posent problème. Et la question de saponification fait partie des priorités aussi de la commune rurale de Baguiné, d'où Fangita relève. Donc c'est pourquoi, quand le groupement nous a demandé aujourd'hui vous êtes en groupement, quelle activité comptez-vous mener pour avoir des activités, pour pouvoir générer des revenus? Ils nous ont fait comprendre qu'ils préfèrent la saponification. Accompagner ces personnes qui étaient stigmatisées hier, aujourd'hui qui se sont intégrées dans la population, et on vient les accompagner. Tout le monde vient pour les appuyer, les accompagner dans ça. Je pense que le résultat attendu est atteint au niveau de la sous-préfecture de Baguiné par rapport aux guéris d'Ebola. Les localités de Fougou, dans Tougué et Donkol Touni, à Mali Yemberen, vont aussi bénéficier de ces projets économiques post-Ebola. Fonction publique avec la validation de la dernière version d'un document de renforcement des capacités. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Explication Mabintila Issouma. La dernière version du rapport provisoire de l'évaluation des besoins en renforcement des capacités est désormais disponible. Cette avancée devrait déboucher sur la formulation et la mise en place d'un programme pays, non seulement dans les secteurs publics et privés, mais aussi pour la société civile. La maladie à virus Ebola est passée dans la sous-région, notamment dans les 3 pays, qui sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Vous savez qu'on n'a pas eu les capacités nécessaires de riposte à cette maladie-là. Donc nous avons de graves problèmes de capacité. D'où l'impérieuse nécessité de renforcer les capacités existantes, voilà, pour pouvoir amorcer un développement socio-économique harmonieux. 2 institutions crédibles en Afrique dans le domaine de renforcement des capacités ont participé aux travaux et ont apporté leurs expertises. Et quand on dit atelier national de validation, ça veut dire qu'on écoute les acteurs, leurs réactions par rapport aux résultats qui ont été obtenus, et on s'assure que tout ce qui est dit dans le rapport
est bien accepté par tous les acteurs. Notre contribution, elle est d'abord intellectuelle. Nous avons mis à disposition un consultant international et nous avons recruté sur place 5 consultants nationaux avec qui nous avons travaillé à faire l'inventaire de tous les besoins qui ont été exprimés par les structures que nous avons rencontrées. Nous avons exploité la documentation qui est disponible, qui a été rendue disponible pour nous sur ces questions. Et ça nous a permis de faire le rapport que nous présentons aujourd'hui. Avec ce rapport, le secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec compte appliquer à la lettre les différentes recommandations du rapport. Agriculture, 60 000 tonnes de matières premières sont disponibles dans les hangars du groupe Togina Agro-Industrie. Ils devront servir à la fabrication d'engrais afin de satisfaire les producteurs guinéens en intrants agricoles. L'action s'inscrit dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Reportage Souleymane Kamara. Débarquement des matières premières destinées à la fabrication d'engrais de l'usine Toguna Guinée pour la campagne agricole 2017. Plus de 400 travailleurs s'activent pour la décharge au port autonome de Conakry. Après avoir relevé le défi de la production d'engrais sur le plan local, Toguna est à pied d'œuvre pour satisfaire désormais les pays de l'espace Mano-Riva Union. Actuellement, nous sommes à plus de 60 000 tonnes métriques de matières premières. Le premier bateau qui est arrivé est venu avec un peu plus de 11 000 tonnes de MAP en provenance du Maroc. Il y a également un second bateau qui est arrivé et un troisième bateau d'une capacité de 32 000 tonnes. Actuellement, nous avons 15 000 tonnes d'urée prêtes, disponibles à être servies. Et nous avons plus de 20 000 tonnes de KCL, comme vous le voyez. On a stocké à l'intérieur de l'entrepôt, on a aménagé cet espace. Depuis 2010, le gouvernement organise une campagne agricole sur tout le territoire national. Le programme apporte un appui massif aux paysans en intrants agricoles. Cette assistance a permis de réduire l'importation du riz. Nous devons nous en réjouir, car les 100 000 tonnes d'engrais offerts par Sa Majesté le roi du Maroc à la République de Guinée est une opportunité d'augmenter qualitativement et quantitativement le rendement agricole. Pour nous, c'est une joie, parce que c'est le Guinéen qui bénéficie. Et ça ne peut pas arrêter le travail de Toguna sur le terrain, d'autant plus que la demande des producteurs est très forte. Selon les statistiques, en 2013, la Guinée a produit environ 2 millions de tonnes de riz. La présence de Toguna devrait accroître la productivité à travers la fourniture d'engrais, l'objectif étant de faire du secteur agricole le levier de développement socio-économique dans un pays où 80% de la population pratique l'agriculture. Électrification de la Guinée vers la réalisation du barrage de Foumi sur le Haut-Niger à Kankan. Les parties prenantes à ce projet hydroélectrique sont réunies à Conakry pour actualiser les études de faisabilité. Durant 2 jours, ils vont plancher sur l'ensemble des aspects qui concourent à la mise en œuvre du projet. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. 5 mois après le début de mise à jour des études de faisabilité de Fomi, les parties prenantes du projet se réunissent à Conakry. Secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger, experts guinéens et maliens, ainsi que les partenaires de la Banque mondiale et de l'équipe de consultance harmonisent les points de vue sur toutes les questions susceptibles de freiner la mise en œuvre du projet. La prochaine phase attendue sera la livraison d'un rapport qui va nous donner effectivement un rapport provisoire de faisabilité topographique, bathymétrique, hydrographique, hydrométrique, de tout ce que le projet FOMI comporte comme problème aujourd'hui, et même aussi nous donner la délimitation du barrage. Parce que dans le cadre du projet FOMI, nous avons un inventarié qui a 56 villages qui doivent être déplacés. Fomi sera construit à Kankan sur le Haut-Niger. Il s'agit d'un barrage à usage multiple. En plus de fournir 90 MW d'électricité, il permettra l'aménagement de près de 400 000 hectares de surface irrigable. D'où l'intérêt qu'accorde le voisin malien à ce projet. En réalité, avec la construction du barrage de Fomi, nous aurons au niveau du Mali un fleuve Niger aux eaux régularisées. Nous aurons au niveau du fleuve, au niveau du Mali, un fleuve Niger avec des débits plus abondants. Toute chose
qui permettra au Mali de satisfaire ses besoins en eau, que ce soit pour les besoins de l'alimentation en eau potable, que ce soit pour les besoins de l'irrigation. Depuis 1947, les premières études de faisabilité de FOMI ont commencé. Plus d'un demi-siècle après, le projet pourrait devenir une réalité. Cette étude actuelle qui doit se terminer avant fin décembre 2017, elle a pour objectif de répondre aux questions en suspens. Quelles sont les caractéristiques du barrage, le meilleur barrage possible par rapport à ses avantages, par rapport à ses risques, par rapport à ses inconvénients. Et c'est sur la base, on l'espère, de bonnes études, de bonnes analyses, que pourront être prises ensuite de bonnes décisions. La présentation du rapport d'actualisation de l'étude de faisabilité prévue en décembre prochain sera suivie d'une table ronde des bailleurs de fonds, une autre étape décisive vers la concrétisation du barrage FOMI. Prévention des incendies, et on va parler de cette formation à l'intention des électriciens. Ils apprennent les normes d'une installation électrique à basse tension. La rencontre a duré 5 jours. Au sortir de ce cycle d'apprentissage, ces 90 électriciens ont reçu leur attestation. Yaya Silla. La construction de bâtiments à usage d'habitation obéit à des règles et des normes d'installation électrique. Pour s'aventurer dans ce domaine, les électriciens doivent maîtriser ces règles et normes. C'est le but de cette formation organisée par la maison Jack Leg, fournisseur de matériel électrique. Après 5 jours de formation, les 90 électriciens de bâtiments reçoivent leur attestation de fin de stage. Aujourd'hui, c'est nous qui va se donner les mains pour éliminer les faux appareillages électriques qui se trouvent au marché et les mauvaises installations. Si on s'associe ensemble, on va limiter les dégâts qui sont causés par l'électricité. Selon une étude récente de l'SCDE, 65% des incendies sont d'origine électrique. Les membres du gouvernement présents à cette cérémonie saluent cette initiative qui, selon eux, va permettre de réduire les cas d'incendie. Pendant très longtemps, on a eu des électriciens du quartier, des électriciens qui ne sont pas suffisamment formés et qui faisaient du bricolage. Là, nous sommes face à un entrepreneur qui a décidé, avec ses partenaires étrangers, d'investir non seulement dans la qualité, mais dans la professionnalisation du métier. Pour le bien des citoyens et des électriciens, les initiateurs comptent poursuivre cette formation chaque année et pour tous les électriciens guinéens. Après la grève des enseignants qui a causé des troubles graves et occasionné la mort de 8 personnes, la justice fait l'état des lieux. À l'occasion d'une rencontre avec les journalistes à la Maison de la Presse, la cellule de communication des parquets a annoncé les mesures déjà envisagées par les différentes juridictions de Conakry dans cette affaire qualifiée d'outrage et de destruction d'édifices et autres. Les explications avec Kano Younousabar. Autour de l'avocat général de la Cour d'appel, les procureurs ou substituts des tribunaux d'instance de Conakry. La rencontre avec la presse est devenue quasi traditionnelle, porte cette fois sur le bilan de la grève des enseignants du 20 février dernier, qui a abouti à des troubles graves et a occasionné des morts d'hommes. Parmi ces 32 personnes interpellées, il y a 15 enfants qui ont été mis à la disposition du tribunal pour enfants. En termes de personnes ayant perdu la vie, il y a 8 cas. 8 de nos concitoyens ont perdu la vie dans ces circonstances douloureuses. Quant aux blessés, il y a 36 gendarmes qui ont été blessés, dont 3 gravement. Il y a également des policiers qui ont été blessés. Il y a eu également des blessés parmi les manifestants. Mais il n'a pas été possible pour le moment, aussi bien pour les enquêteurs que pour les différents parquets d'instance, d'avoir un nombre précis. Outre ce bilan macabre des interpellations, 32 personnes arrêtées sont déférées devant la justice. Elles répondent à une vague d'accusations comme les faits de destruction d'édifices ou encore de participation à un attroupement non autorisé. Des infractions punissables selon les parquetiers. Le rôle du tribunal de première instance de Kaloum, sauf erreur de ma part, devait se pencher sur
cette affaire. Et je crois que c'est la même chose dans les autres juridictions, parce que qui parle de flagrant délit parle d'urgence. Le flagrant délit est encadré strictement dans un délai que l'on ne peut pas violer allègrement. Pour le cas des 8 morts, une information judiciaire est ouverte. Une autopsie déjà réalisée par le médecin légiste devra aider à avoir de bonnes sources pour situer les responsabilités dans ces événements du lundi noir, comme on l'a appelé, en vue de traduire les coupables devant les tribunaux criminels. Les procédures des enquêtes sont ordonnées, sont engagées, mais c'est une lutte que nous allons mener patiemment mais efficacement. En attendant l'ouverture d'un jugement, les services de sécurité sont à pied d'œuvre dans les enquêtes. Dans la savane guinéenne, la fête du 8 mars se prépare avec enthousiasme. Les femmes de la région sont engagées à donner à l'événement un éclat particulier. Un avant-goût de cette journée internationale des femmes avec Bernard Tonguino, notre envoyé spécial dans la région de Kankan. Kankan, dans la ferveur du 8 mars. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale des femmes, les associations féminines s'activent dans l'organisation de l'événement. Cette année, les festivités du 8 mars à Kankan seront présidées par la première dame de la République. Hadja Djene Kondé arrive 48 heures plus tôt en compagnie des épouses de quelques membres du gouvernement. Une joie pour des autorités régionales et structures locales. C'est vraiment une joie, une grande joie pour nous, parce que c'est la première fois que la première dame se déplace pour la fête des femmes et venir faire fêter ça à l'intérieur du pays. Donc nous sommes très contentes du fait que vraiment elle vient vers nous pour faire la fête, parce qu'on a le temps de dire ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire pour les femmes. En arrivant à Kankan pour célébrer la fête du 8 mars, l'épouse du chef de l'État vient soutenir le combat pour la promotion des femmes de Nabaya. Des femmes qui espèrent que leurs plaidoyers seront désormais mieux pris en compte. Cette femme se déploie pour la femme guinéenne. Elle se déploie pour la cause des femmes. Donc si elle vient à Kankan aujourd'hui, c'est un honneur pour nous. C'est une chance pour nous, puisque nous savons qu'au retour de cette mission, elle fera mieux encore pour les femmes de Kankan. Ici, à Kankan, les préparatifs se poursuivent pour conférer au 8 mars toute sa dimension. Déjà, plusieurs groupements de femmes sont en fête. Célébration de la Journée internationale de la femme, c'est donc pour demain le 8 mars. Cette année, l'accent est mis sur l'autonomisation des femmes à travers le monde. Une journée qui permet de jeter un regard sur la situation de la gente féminine. À propos, je vous invite donc à suivre la déclaration de la ministre de l'Action sociale. Déclaration commentée ici par Mohamed De Camara. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, les décideurs du monde entier dressent le bilan des progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre la discrimination dont les femmes sont victimes. En Guinée, la volonté politique est exprimée. Les femmes sont nommées à des postes clés. Des avancées sont remarquées dans la lutte pour l'émancipation de la Guinéenne. Les femmes sont infiniment reconnaissantes au chef de l'État et à son gouvernement pour avoir nommé aux hautes fonctions de l'État, ainsi que la construction des centres d'autonomisation et l'investissement dans la formation des adolescentes à travers le pays, tout comme la mise en place des mutuelles financières des femmes africaines en Guinée, MIFA, pour renforcer leur pouvoir économique et qui couvre aujourd'hui plus de 80% de nos villes. Pour 2017, un accent est mis sur l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, des thématiques qui visent à promouvoir le potentiel des femmes. L'autonomisation des femmes n'est pas une solution, mais la seule solution qui permet à celles-ci de lutter efficacement contre la pauvreté, de prendre des décisions concernant leur vie, de gérer et de contrôler leurs acquis. Un monde de globalisation et en pleine évolution suscite la création de plus en plus des entreprises, des services spécialisés et de nombreux emplois qui ne peuvent être accessibles aux générations de jeunes filles et femmes sans la formation qualifiante et professionnalisante. Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse pour Tanti Jeanne-Martin Cissé, pionnière de l'émancipation de l'autonomisation de la femme africaine.
Adoptée par les Nations Unies en 1945, cette journée commémore le combat historique mené par les femmes pour de meilleures conditions de travail dans le monde. À l'occasion de cette journée du 8 mars, les Nations Unies aussi s'expriment à travers l'UNFPA, une déclaration de soutien aux différents programmes en faveur du bien-être des femmes. Nous vous proposons un extrait de la déclaration lue par le représentant résident de l'UNFPA. En dépit de certains progrès, le monde a encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à une pleine égalité des sexes. Prenons par exemple le fait que chaque année, des dizaines de milliers de filles sont forcées au mariage d'enfants, près d'un tiers d'entre elles avant l'âge de 15 ans. Ou alors qu'une femme sur 3 a expérimenté une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. Quelques 200 millions de femmes et de filles ont subi des mutilations génitales féminines et quelques 225 autres millions veulent la planification familiale moderne mais n'en ont pas accès. Le Fonds des Nations Unies pour la population est pleinement engagé à assurer les droits des femmes et des filles pour leur accès aux services de santé sexuelle et génétique, y compris la planification familiale. À l'occasion de cette journée internationale de la femme, nous exhortons la communauté mondiale à se joindre à nous. Les Amazones de Guinée, vous les connaissez certainement, le premier orchestre féminin d'Afrique. Il continue à résister au temps et à émerveiller ses femmes. Créé par Keita Fodeba en 1961, ces femmes gendarmes comptent aussi apporter leur touche pour la réussite du mois de la femme. Reportage Makemedozo. Capitaine Hadja Fatou Sissé, Angelina pour les intimes, est l'une des premières chanteuses des Amazones de Guinée. Depuis les années 60, cet orchestre est considéré comme le symbole de l'émancipation féminine. Toutes gendarmes, ces femmes ont fait le tour du monde et émerveillé de nombreux mélomanes. J'ai assisté à la création des Amazones. La sortie qui nous a marqué, c'était le festival 77 de Lagos. Ça nous a beaucoup marqué. Et c'est à partir de là que les Amazones... Les Amazones comptent toujours maintenir le cap. Les artistes changent, mais l'esprit du groupe demeure. Aujourd'hui, une nouvelle équipe composée de 14 femmes militaires assure la relève. La première formation, dont Hadja Fatou Sissé est membre, après eux, et aussi ils ont approché d'autres. La deuxième formation, c'était les colonels Salé. Nous sommes la troisième formation. Nous aussi, on est en train maintenant de former la quatrième. Puisque toujours, il faut toujours approcher les filles pour rester la relève. Les Amazones de Guinée sont créées en 1961. À leur actif, 2 albums. Le premier en 1983 et le second en 2005. Ces musiciennes en tenue représentent la Guinée à plusieurs rendez-vous culturels. Cet orchestre emblématique résiste au temps. Il se produit ce 8 mars au Kankamayen et est attendu le 31 mars à la soirée Univers de femmes de la RTG. Le mois de la femme s'annonce belle avec les Amazones de Guinée. On termine avec ce public reportage de MTN Guinée. Après la promo offerte à ses abonnés pendant les vacances dernières, un nouveau concept de promotion vient d'être créé, dénommé Les cadeaux sont chez MTN. La participation au jeu est gratuite. Vous rechargez seulement 5 000 francs et vous gagnez des bons d'achat et des cadeaux appelés gros lots. Mohamed Alpha Baldé. C'est le mois de la femme. MTN Guinée passe à une nouvelle offensive de charme auprès de ses abonnés. L'ambassadeur de la marque en Guinée, Soul Banks, anime une soirée dîner offerte aux clients. Ce nouveau concept dénommé Les cadeaux sont chez MTN met l'accent sur 2 dates. Après la Saint-Valentin, le cap est mis sur le 8 mars, fête de la femme.
la participation au jeu est gratuite. MTN encore a mis cette grande promo qui va s'étendre jusqu'au 10 avril prochain. Elle est très simple. Pour y participer d'abord, il faut souscrire à la promo. Tu fais star 410 OK de tirage mensuel. Donc pour chaque semaine, si tu as déjà rechargé 5 000 francs, tu es éligible pour gagner un bon d'achat d'1 million, un bon d'achat de 2 millions ou une boîte à bijoux encore d'une valeur d'1 million. Je pense que c'est un grand exploit. Voilà, il faut se rapprocher de ses fans. C'est une idée que je salue en tant qu'ambassadeur de MTN Guinée. Donc c'est une belle image et on est là pour ça, véhiculer la bonne image de MTN. Voici quelques gagnants du dernier tirage hebdomadaire du mois de février. L'autre catégorie de gagnants bénéficie de la faveur du tirage mensuel. Ils repartent avec de nombreux lots. Je vais dire aux abonnés, les autres abonnés, c'est-à-dire si par exemple Ariba, MTN arrive à les appeler, ils devraient prendre cet appel-là en considération. Comme moi, j'ai eu le courage quand même aujourd'hui de venir, parce que lorsqu'on m'avait appelé, soi-disant que j'ai gagné, je n'ai pas y croire, mais j'étais avec mon ami, c'est lui qui m'a conseillé aujourd'hui de venir, d'assister. Maintenant aujourd'hui je suis venu quand même, j'ai vu quand même la réalité qui se passe ici. Pour le tirage hebdomadaire et mensuel, les clients doivent recharger jusqu'à 5 000 francs par semaine. Pour gagner les 100 millions de francs guinéens qui correspondent au gros lot, il faut avoir rechargé jusqu'à 100 000 francs avant la fin de la promo le 10 avril prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain.